Alors bonsoir et bienvenue une nouvelle fois sur la mécanique universelle. Nous sommes toujours le samedi 21 janvier 2023 et je vais continuer un petit peu cet essai de géopolitique naïve à partir du conflit qui est en train de se dérouler aux portes de l'Europe, enfin même à l'intérieur de l'Europe finalement, si on considère l'Europe élargie. Euh, et donc c'est en lien avec ma théorie, la théorie que je développe sur la mécanique universelle, et selon laquelle l'humanité se dirige inconsciemment, sans le savoir, vers son ultime perfection, la paix universelle, la fraternité, voilà, la sagesse et la, la fusion avec le divin, en fait, la rencontre avec Dieu, voilà, comme les religions en parlent. Mais je vous renvoie à la lecture du site, donc mécaniqueuniverselle.net. Alors, euh, donc, évidemment, ça fait un petit peu curieux de pouvoir parler d'une évolution vers la paix universelle, quand on est dans un moment comme celui qu'on connaît et qui donne un peu même la sensation d'une possibilité d'extermination quasiment de la, de l'espèce humaine avec la puissance de feu qui se fait face actuellement. Voilà, parce que ce conflit est quelque chose de beaucoup plus étendu que ce qu'il représente là, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Finalement, c'est derrière l'Ukraine, il y a tout un tas de, de forces. Il y a l'Occident, l'OTAN, etc. Et derrière la Russie, il y a la possibilité euh, des pays émergents. Voilà, il y a la possibilité de la Chine, par exemple, etc. Donc, on ne sait pas où mène la finalité d'une guerre. La plupart du temps, c'est comme ça. Voilà, alors j'ai mis en fond esthétique l'art de la guerre de Sun Tzu. Et si on voit le chapitre 15, la 15e proposition, le grand stratège se bat après avoir remporté la victoire, alors que le perdant se lance dans la bataille dans l'espoir de vaincre. Et là, si on regarde ce qui se passe, eh bien, on pourrait se dire finalement que les deux sont des perdants, en fait, parce que aucun des deux, aucun des deux blocs, hein, je parle entre l'Occident et la Russie, parce que c'est ça qui est sous-jacent, en fait, entre les États-Unis, même plus précisément, et, euh, et la Russie, ben, aucun des deux ne s'est engagé dans cette guerre en étant sûr de la victoire, en somme. Ils ont avancé des pions, etc. Et puis on voit ce qui se passe. Enfin, c'est un petit peu le regard qu'on peut avoir de l'extérieur. Il y a des renversements, on ne sait pas du tout qui peut finir par l'emporter, etc. Donc, ce n'est pas des grands stratèges finalement, on pourrait dire. Et c'est peut-être, voilà, c'est même, ça donne une certaine idée du danger qu'ils peuvent faire courir, qu'ils font courir finalement en, en jouant un petit peu à cette, à ce jeu de stratégie, de positionnement, ce qui a amené la guerre en fait. Hein. La guerre s'est déclenchée parce qu'il y avait voilà, des, des jeux de stratégie. Et bon, s'il y a ces jeux de stratégie, c'est que
l'idée de la guerre est encore bien ancrée dans l'esprit de l'humanité comme moyen d'évolution. Voilà, on utilise encore la guerre comme moyen d'évolution. Et en fait, la guerre, chacun pense qu'il agit pour son propre camp, qu'il agit pour lui-même. Les stratèges américains pensent qu'ils agissent pour l'Amérique. Les stratèges russes pensent qu'ils agissent pour la Russie. Les stratèges ukrainiens pensent qu'ils agissent pour l'Occident et pour eux-mêmes, etc. Mais en réalité, c'est pas du tout le cas. Ils agissent pour l'humanité, pour le chemin de l'humanité. Au final, à la sortie de cette guerre, c'est l'humanité dans son ensemble qui retirera les gains de tous ces morts, finalement. C'est ça que l'humanité devra finir par comprendre. C'est un petit peu comme on pense qu'on travaille pour son clan, pour sa famille, qu'on agit pour son département, pour son pays, pour sa communauté, etc. Mais en réalité, on travaille uniquement pour l'humanité. Ce qui est en évolution et ce qui perdure, c'est l'humanité dans son ensemble, en fait. Et, et c'est pourquoi les guerres, je ne sais pas moi, par exemple, à l'époque, les Perses pensaient qu'ils travaillaient pour les Perses quand ils se battaient contre les Grecs. Mais en réalité, la Perse de l'époque n'existe plus. Elle a été morcelée par tout un tas de choses. Donc, au final, ce qui est revenu, c'est la, c'est l'humanité. C'est pas les choses sont pas figées. Donc, les les Grecs, les Athéniens pensaient qu'ils travaillaient pour les Athéniens, qu'ils faisaient la guerre pour les Athéniens, les Spartiates pour Sparte. Et en réalité, voilà, aujourd'hui, c'est la Grèce, c'est quelque chose d'autre. Donc, toutes ces velléités, euh, on pourrait dire partisanes, en fait, non, ce sont juste des illusions, pardon. Et là, les Américains pensent qu'ils travaillent pour eux, mais dans 500 ans, voilà, quand on aura atteint un fonctionnement universel, les cartes ne seront plus du tout comme elles sont là. Et voilà. Et si on atteint, comme je le pense, la paix universelle, eh bien, voilà, le travail qu'aura cette guerre, elle aura été un des moments de l'évolution de l'humanité et elle aura servi à l'évolution de l'humanité. Et à la sortie de cette guerre, eh ben, on ne sait pas ce qui se sera joué. Peut-être l'Occident, si l'Occident perd, si l'OTAN perd, par exemple, eh ben, ça sera on devra on on sera sorti d'un principe d'hégémonie. Voilà, le monde devra passer sur un modèle plus universaliste à ce moment-là. Et si c'est le côté russe et donc chinois par déclinaison, etc., qui perd, par exemple, et ben ça voudra dire que on perdurera dans encore quelques décennies peut-être, voilà, dans un système hégémonique avec un dominant toujours le même, voilà, un gendarme du monde qui aura réussi à préserver sa, sa, son, euh, sa domination et le reste du monde qui continuera à vivre comme ça. À mon sens, c'est pas possible. À mon sens, on est déjà arrivé dans un moment où l'humanité euh, réclame une autre conception qu'un système hégémonique.
c'est pas pour rien que les Chinois parlent de ce monde multipolaire, etc. En somme, c'est passer, c'est l'idée de passer sur un système plus universel, un système avec plus d'influence de l'ONU, très certainement, quelque chose comme ça. Parce que dans la finalité de cette évolution, eh ben, on devra arriver à un moment où l'ONU sera plus fort que l'ensemble des autres possibilités, plus fort que les Chinois, plus fort que les Américains, plus fort que les Russes, plus fort que les... Voilà. Donc un système qui pourra maîtriser toutes les velléités partisanes, en fait. Et ce qui nécessite un ONU très fort, bien sûr, un ONU totalement indépendant qui ne soit pas vampirisé par une puissance, donc un ONU totalement juste, totalement euh, empreint de sa destinée, c'est-à-dire le père de chaque nation, un père parfaitement juste, qui aime autant chacun de ses enfants, quoi, qui ne fait pas de distinction. Quand il y a deux enfants qui se battent, eh ben, ou qui ont des velléités, il fait régner la justice et il empêche la violence, etc. Il règle tous les conflits de façon comme un père juste sait le faire et qui ne fait pas de distinction entre ses enfants. Voilà, donc l'ONU, c'est sa vocation. Est-ce qu'on peut déjà mettre un pied dans cette aventure universelle? Pour l'instant, on n'en sait rien. Je pense que ce conflit montrera vraiment la destinée de l'humanité. Et donc, c'est ce qui m'a amené à faire cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai vue donc sur Internet d'un stratège américain qui s'appelle, je crois, Friedman, et qui en 2015, il y a une vidéo, j'essaierai de la mettre sur le site, voilà, qui montre un petit peu ce que va devenir l'humanité, les conflits entre la Chine et les États-Unis, entre l'Europe et la Russie, entre l'Amérique et la Russie, etc. Tous ces mouvements et justement cette stratégie avec l'Ukraine comme pôle d'attraction entre justement la Russie et l'Europe. Et pourquoi dans l'esprit américain. Alors, moi, c'est un petit peu comme ça que j'ai compris cette vidéo, mais faut la voir, faut l'écouter, etc. Dans l'esprit américain, la peur, c'était qu'il y ait une sorte d'entente entre la Russie et l'Allemagne, entre les qualités créatrices de l'Allemagne et puis la force de matières premières, de main-d'œuvre, etc., de ce grand continent qu'est la Russie. Voilà, la peur de l'Amérique de perdre un petit peu de son influence était que l'Europe se rapproche de la Russie, etc. Et donc, il fallait faire dissocier et donc faire les stratèges, mais des stratèges négatifs, des stratèges qui n'hésitent pas finalement à semer le chaos pour ses propres intérêts. Alors ça a été valable pendant des milliers d'années finalement. Mais il y a un moment où l'humanité, elle va devoir sortir de ça. C'est pas pour rien que maintenant nous avons déjà dans l'esprit de l'humanité, quasiment, pratiquement toute l'humanité a l'idée d'être sur un village planétaire, de faire corps. C'est quelque chose qui est... voilà. Alors même si la manipulation et le fait de détenir des médias, etc.,
peut continuer à injecter dans les peuples la haine de notre peuple, faire des ennemis, c'est ce qui s'est passé là sur cette année-là. Voilà la diabolisation de. On est rentré dans un système de diabolisation des Russes, des Chinois, etc. Alors après 10 ans ou 15 ans de mondialisation, où au contraire, c'était. Ces dominants arrivaient les dominants occidentaux répandaient plutôt la fraternité, etc. Donc on est capable, ces dominants sont capables de nous de faire des ennemis, de faire des amis, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra dépasser aussi pour sortir de ce mécanisme des antagonismes, quoi. Voilà. Et quoi qu'il arrive, on est arrivé donc à la porte de l'unification humaine. La mondialisation, c'était ça, et c'est la première fois c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où l'ensemble des hommes se connaissent. On sait maintenant, il n'y a plus une tribu dans l'Amazonie qu'on ne connaît pas. On connaît tous les hommes qui constituent l'humanité. C'est extraordinaire. Et c'est la première fois dans cette histoire, dans l'histoire de l'évolution. C'est la première fois que nous fonctionnons de façon universelle avec l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est la première fois qu'on a construit les structures pour fonctionner universellement. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du travail, l'Organisation mondiale du commerce, l'UNESCO, la protection de toute... Enfin, sur la culture, etc. Donc, toutes les structures pour fonctionner universellement sont là. Donc, il y a une sorte... Je crois que si c'était Freeman donc, qui a joué le stratège de ces... pour avec une vision passéiste de guerre, oui, ben je pense que c'était passé. Et donc cette guerre ne sortira pas, ne réussira pas à la stratégie belliqueuse en fait, puisque à mon sens l'humanité est déjà structurée pour commencer à fonctionner de façon universelle. Alors pour fonctionner de façon universelle, eh ben, il faut il faut qu'on passe d'une évolution inconsciente vers notre perfection, vers la paix universelle, par exemple, vers la sagesse. C'est notre chemin, on y va, il faudra encore quelques siècles pour atteindre cet état-là, mais pour l'instant on y va de façon inconsciente. Ben, il faudra passer sur un modèle conscient, c'est-à-dire ok, ben on est là, qu'est-ce qu'on fait, on regarde, on est parti de ce point, du point A, on était des primates naturels, on s'est distingué des primates naturels, on connaît maintenant pratiquement toute l'histoire de l'humanité, une grande partie. Schématiquement, on sait par où on est passé, qu'est-ce qu'on a dû apprendre. D'abord physiquement, on a dû évoluer physiquement, se mettre en position debout, faire évoluer notre cortex, notre réflexion, notre conscience, etc., notre dextérité, puis après découvrir le langage, sophistiquer le langage, etc., découvrir le monde, aller s'adapter un petit peu partout, etc., découvrir voilà, la maîtrise du feu, la maîtrise... on connaît cette histoire-là. Et on arrive ici, voilà, on arrive aux portes de l'unification. On est arrivé au moment de la mondialisation, au moment où l'humanité peut vraiment commencer à rentrer dans dans une prise de conscience d'abord de tout son passé, puisqu'on a, on a réussi à accumuler toutes ces connaissances. On a des moyens de calcul qui sont énormes, et encore, on sait qu'ils vont être multipliés de façon
hallucinante avec les ordinateurs quantiques. Donc on va pouvoir photographier finalement tout notre passé, mettre tout notre passé d'évolution et puis demander à l'ordinateur, voilà, donc avec tout ce principe d'évolution, on te donne toutes les données de l'évolution, dis-nous où l'humanité va. Voilà, et ben, à mon sens, l'ordinateur, si on arrive à faire quelque chose comme ça, l'ordinateur dira, bah oui, vous allez effectivement vers cette ultime perfection, et cette ultime perfection, c'est une perfection spirituelle, c'est la rencontre avec le divin. Donc à travers, évidemment, il faut que toutes les structures soient là, c'est-à-dire la paix universelle, la fraternité, un monde parfaitement finalisé, terminé, complètement écologique, complètement qui ne pollue plus du tout, qui est complètement qui a plus besoin de travail, qui a juste besoin de contempler, de fraterniser, de se rencontrer, de s'aimer, voilà, et de vivre cet état paradisiaque. Voilà. Enfin, et ça, c'est difficile même de pouvoir l'imaginer parce que pour nous qui sommes justement des amateurs de conflits, on aime que la vie soit, euh, que ça, qu'il y ait du peps, quoi, qui est, on aime que ça soit en mouvement, on aime travailler, on aime construire, on aime agir, on aime imaginer, on aime se prendre la tête, on aime voilà, tout ça, on aime être en vie à travers ça. Et on a l'impression que atteindre un état de sagesse, on s'emmerderait, c'est pas supportable. Comment on peut vivre quelque chose comme ça? Seulement, on ne sait pas comment l'homme s'adapte progressivement à l'humanité. On est tel qu'on est adapté, on ne vivrait pas comme il y a 400 ans. On s'est adapté à un système complètement différent. Il y a 400 ou il y a 600 ans, la vie, c'était une foire d'empoigne, c'était compliqué pour avoir de l'eau, de la lumière, des choses, enfin bref, tout était compliqué. Et maintenant, on s'est tout à fait adapté à un nouvel environnement. Donc l'homme est complètement adaptable en réalité. Il est adaptable à toutes ces nouveautés. Et donc, dans 400, 500 ans, quand l'humanité aura atteint cet état de sagesse, eh ben, elle sera adaptée complètement à ce. C'est pas quelque chose dans lequel on va aller brutalement. On n'est pas transporté dans le futur. C'est une évolution lente qui se fait, etc. Et qui se fait, bon, pour l'instant, à travers cette violence. Bon, je ne sais pas si j'ai été assez clair là-dessus, mais en tout cas, voilà ce que j'avais à dire dans cette deuxième vidéo. Merci de votre écoute, à bientôt.